Et si je te disais que certaines blessures ne saignent pas, mais qu'elles hurlent en silence pendant des décennies? Et si je te disais qu'un seul mot non dit peut enfermer une femme dans une cage invisible, même à l'âge de 80 ans? Mon nom est Clémence Maréchal, j'ai 84 ans et je suis née dans un petit village près de Villefranche-sur-Saône en France. Je suis la cadette de 6 enfants. Mon père, René, était un homme rude, durci par le travail à la vigne et les hivers sans fin. Ma mère, Simone, était discrète, toujours les yeux baissés, jamais un mot plus haut que l'autre. Chez nous, on ne parlait pas, on endurait. Et moi, j'ai appris à me taire avant même d'apprendre à lire. J'étais une enfant rêveuse. Je dessinais sur la poussière du sol. J'inventais des histoires dans ma tête. Mais très tôt, on m'a appris que les rêves n'étaient pas pour les filles comme moi. Ce qu'on attendait de moi, c'était l'obéissance, la discrétion, la soumission. À 8 ans, je savais déjà qu'un regard pouvait blesser plus qu'une gifle. Et j'avais compris que dans certaines maisons, le silence était plus lourd que les murs. C'est à 9 ans que mon enfer a commencé. C'est une phrase étrange à écrire, même après toutes ces années, mais c'est la vérité. Il s'appelait Pierre. Il était le fils du frère de ma mère. Il avait 17 ans. Il venait souvent aider à la ferme pendant les récoltes. Il riait beaucoup. Il plaisantait avec tout le monde. Personne n'aurait cru qu'il était un monstre. Moi non plus, pas au début. La première fois, c'était dans la grange. Il m'a dit de venir l'aider à porter une caisse. Puis il a fermé la porte. Et ce qui s'est passé ensuite, je n'ai pas de mots pour le dire. Ce n'est pas que je ne me souviens pas. Je m'en souviens trop bien. Chaque détail, chaque bruit, chaque odeur. Je m'en souviens avec une précision qui me donne encore la nausée aujourd'hui. Je suis rentrée à la maison en silence. Je n'ai rien dit à ma mère. À qui l'aurais-je dit? Dans notre famille, les choses comme ça n'existaient pas. Ou plutôt, elles existaient, mais on les cachait. On les étouffait sous des couches de honte et de prière. Et moi, j'ai appris à prier. Non pas pour guérir, mais pour disparaître. Les mois ont passé. Pierre est revenu plusieurs fois. Et chaque fois, c'était la même chose. Et chaque fois, je devenais un peu moins moi. À 10 ans, je n'étais plus une enfant. J'étais un corps cassé qui marchait, respirait, souriait quand on lui demandait, mais qui ne vivait plus vraiment. J'ai pensé à me jeter dans la rivière plusieurs fois, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être l'idée que quelqu'un, un jour, verrait ce que je traversais. Peut-être l'espoir naïf qu'un adulte finirait par comprendre, mais personne n'a jamais rien vu. Ou peut-être que si, peut-être qu'ils ont vu, mais qu'ils ont préféré détourner les yeux. À 12 ans, j'ai commencé à écrire dans un carnet. C'était mon seul refuge. Je notais des bouts de phrases, des images, des cauchemars. Ce carnet, je l'ai encore. Il est caché dans une boîte en métal, sous mon lit. Parfois, je le relis et je pleure. Pas pour l'enfant que j'étais, mais pour la femme que je suis devenue en portant ce fardeau. À 13 ans, j'ai eu mes premières règles et avec elles, une peur nouvelle, une peur animale. Et quand, 2 mois plus tard, mon ventre a commencé à gonfler, j'ai su, je l'ai su avant même de l'admettre, j'étais enceinte. De lui, je n'ai rien dit, je n'ai pas eu besoin. Ma mère l'a vu. Un soir, elle m'a regardé et m'a demandé « C'est arrivé combien de fois ?» Je n'ai pas répondu. Elle a détourné le regard et elle n'en a plus jamais reparlé. Le lendemain, mon père m'a giflé, fort, sans un mot, puis il m'a enfermé dans la cave. Pendant 2 jours, sans lumière, sans eau. Je me suis recroquevillée dans un coin. J'ai pleuré, crié, puis je me suis tue. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Quand ils m'ont fait sortir, ils avaient déjà pris une décision. J'irai vivre chez une cousine éloignée, à Lyon. Là-bas, on dirait que j'étais une fille difficile, qu'on m'éloignait pour mon bien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont effacée de la maison comme on efface une tache sur une nappe blanche. Et moi, j'ai appris à disparaître sans laisser de traces. Mais les traces sont restées sur mon corps, dans mon cœur et surtout dans mon ventre. J'ai accouché seule, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Une fille, je l'ai appelée Jeanne. On me l'a retirée à la naissance. On m'a dit que c'était mieux ainsi, pour elle, pour moi, pour tout le monde. Et moi, j'ai hoché la tête, parce que je ne savais plus dire non, parce que je ne savais plus rien dire. Des années plus tard, je suis devenue couturière. J'ai cousu des robes de mariée pour des femmes heureuses, des rideaux pour des maisons chaleureuses. Et chaque point, chaque couture était une tentative pour recoller les morceaux de mon âme. Mais certaines déchirures ne se répartent jamais vraiment. Aujourd'hui, à 84 ans, je choisis de parler parce que le silence m'a trop coûté. Parce qu'aucune petite fille ne devrait traverser ce que j'ai traversé. Parce qu'il est temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je crois au pouvoir de la vérité ». Partagez cette histoire. Aidez-la à toucher quelqu'un qui en a besoin.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Je me souviens encore du bruit des sabots sur le sol en terre battue, des cris des coqs au lever du jour et de l'odeur de la soupe qui mijotait dès l'aube dans la grande marmite en fonte. C'était notre vie, simple et rude, dans cette vieille maison à flanc de colline, à 2 kilomètres du village de Villefranche-sur-Saône. Une vie où tout était travail, devoir, silence. Une vie où personne ne posait de questions. Après l'incident dans la grange, après cette première fois où Pierre avait brisé mon enfance, les jours ont continué, comme si de rien n'était. J'allais à l'école. J'aidais ma mère à éplucher les légumes. Je faisais semblant de vivre, alors que je ne faisais que survivre. Pierre est revenu 2 semaines plus tard, et à chaque fois qu'il venait, il trouvait un moment, un lieu, un prétexte, parfois dans la cave, parfois dans l'écurie, parfois même dans le petit grenier que je considérais autrefois comme mon refuge secret. Il volait mes cachettes, mes silences, mes prières. J'avais peur, tellement peur. Mais plus encore que lui, j'avais peur de ce que ma mère dirait si je parlais. Je l'imaginais me regarder avec dégoût, me frapper peut-être, ou pire, faire comme si je n'avais rien dit. Chez nous, une fille devait être pure, modeste, soumise. Une fille salie n'avait plus de valeur. Et c'est comme ça que je me voyais, comme un objet cassé qu'on ne pouvait plus réparer. Il y avait des nuits où je me réveillais en sursaut, le corps trempé de sueur, le souffle court. J'avais l'impression qu'il était là, encore, même quand il n'était pas là. Mon corps le sentait, l'attendait, le redoutait. Il avait laissé sa trace sur moi, comme une brûlure invisible. Je ne comprenais pas encore que ce que je vivais était un viol. Je n'avais pas les mots, juste la peur. Je me rappelle d'un jour de printemps. Les cerisiers étaient en fleurs et ma mère m'avait envoyé au lavoir. J'y ai retrouvé Edith, une fille de mon âge, vive et bavarde. Elle m'a raconté qu'elle aimait un garçon, un certain Louis, et qu'il lui avait donné un baiser derrière l'église. Elle riait en me le disant, les yeux brillants. Et moi, je ne savais pas comment lui dire que pour moi, l'amour ne ressemblait pas à ça. Que pour moi, un homme, c'était la douleur, la honte, la peur. J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai continué à laver les draps tachés de mon silence. Les mois sont devenus des années. À 11 ans, j'étais déjà une adulte dans un corps d'enfant. Je ne jouais plus, je ne riais plus. Je faisais tout pour me rendre invisible. Je marchais les épaules basses, la tête penchée. Et quand mon père me parlait, je répondais d'une voix éteinte. Un jour, il m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit non, mais au fond, j'étais morte depuis longtemps. Ce qui me faisait le plus mal, c'était le regard de ma mère. Elle savait, j'en suis certaine. Elle me regardait parfois avec une tristesse étrange, comme si elle voyait quelque chose en moi qu'elle aurait préféré ignorer. Mais elle n'a jamais posé de questions, jamais prononcé le nom de Pierre. Elle a choisi le silence, comme sa mère avant elle, j'imagine. Et comme sa mère encore avant. Un matin, j'ai entendu mes parents discuter. Ma mère disait que j'étais bizarre, fermée, pas normale pour son âge. Mon père a répondu que c'était sûrement parce que j'étais trop gâtée, pas assez corrigée. Ce jour-là, j'ai compris que personne ne viendrait me sauver, que je devrais me sauver moi-même. Je me suis mise à voler des instants de solitude. Je me cachais derrière la grange, près du vieux pommier, pour écrire sur des morceaux de papier que je glissais ensuite dans une boîte en fer rouillée. Je racontais ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. C'était mes premières tentatives de survie. De résistance, d'espoir. Mais l'espoir, c'est fragile. Il suffit d'un souffle pour l'éteindre. Et ce souffle est venu quand j'ai compris que j'étais enceinte. Je n'avais que 13 ans. Et soudain, tout mon corps a changé. Mes seins ont gonflé, mon ventre s'est arrondi. Et le secret est devenu impossible à cacher. Ma mère l'a vu. Elle n'a rien dit au début. Elle a simplement serré les lèvres, plus fort que d'habitude. Puis, une nuit, elle est entrée dans ma chambre. Elle a posé la main sur mon ventre et elle a murmuré « C'est vrai alors ?» Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. Le lendemain, elle a parlé à mon père et tout s'est enchaîné. Les cris, les gifles, les menaces. Mon père disait que j'étais une traînée, une honte, que j'avais déshonoré la famille. Je ne comprenais pas pourquoi il m'accusait, pourquoi il ne posait pas la seule question qui comptait. Qui t'a fait ça? Mais il ne voulait pas savoir. Il voulait juste un coupable. Et j'étais la plus facile à punir. Ils m'ont enfermée à la cave pendant 4 jours, sans lumière, sans nourriture. Je me suis affaiblie. J'ai pensé que j'allais mourir là, et j'aurais préféré. Mais ils m'ont sortie, et ils m'ont envoyée chez une tante éloignée, à Lyon, comme prévu. Là-bas, j'étais une fille de la campagne, envoyée pour apprendre la couture. Personne ne savait, personne ne posait de questions. J'ai accouché seule,
Dans un dispensaire, on m'a retiré le bébé. Une fille, Jeanne. On m'a dit qu'elle avait été adoptée, qu'elle aurait une meilleure vie. Je n'ai jamais pu la voir, ni l'embrasser, ni lui dire que je l'aimais. Et ce vide, ce trou béant dans ma poitrine, je le porte encore aujourd'hui. Je n'étais plus une enfant, mais je n'étais pas encore une femme. J'étais un fantôme, une ombre, une blessure ambulante. Et malgré tout, je respirais encore. Ce fut le début d'une autre forme de survie, une forme plus froide, plus distante. J'avais décidé de ne plus jamais laisser personne m'approcher. Je n'ai jamais revu Jeanne, pas même une fois. Et pourtant, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à elle. Son absence est devenue un membre fantôme dans mon corps. Je sentais encore son poids contre moi, alors que je ne l'avais tenu que quelques secondes. Ils me l'ont enlevé, comme on arrache un pan de peau encore vif. On m'a dit que c'était mieux ainsi, pour elle, pour moi, pour tout le monde. Mais ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas défaire une maternité par décret. Ma tante à Lyon n'a jamais parlé de ce qui s'était passé. Elle me regardait avec cette pudeur glacée, comme si mon ventre arrondi puis vidé avait fait de moi une chose gênante, indigne, qu'on devait cacher. Elle m'a inscrite à des cours de couture. J'étais docile, silencieuse, volontaire. Je voulais mériter mon droit de rester. J'avais peur d'être rejetée encore, peur de me retrouver à la rue. Et surtout, peur que, quelque part, Jeanne me cherche un jour et que je ne sois nulle part. Je me suis accrochée à l'idée qu'un jour, peut-être, elle voudrait me retrouver. Alors j'ai vécu pour devenir quelqu'un qu'elle pourrait aimer. À l'atelier, les autres jeunes filles riaient, parlaient d'amour, de bal, de robes à fleurs. Moi, je cousais en silence, mes doigts piqués d'aiguilles, ma gorge serrée de larmes contenues. J'avais 17 ans, mais j'en paraissais 30. Un jour, l'une d'elles, Solène, m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais. Je lui ai dit que j'avais mal à la gorge. Elle a souri, puis n'a plus jamais posé de questions. Ce mensonge est devenu mon armure, mon silence, mon refuge. Un homme s'est intéressé à moi, Monsieur Lambert, un client de ma tante, veuf, la cinquantaine, propriétaire d'un petit commerce de tissus. Il disait que j'étais sérieuse, respectueuse, travailleuse. Ma tante y a vu une solution parfaite. Un mariage discret, une stabilité, une normalité. Elle m'a dit « Tu ne trouveras pas mieux, ma fille. C'est un homme droit. » J'ai hoché la tête. Je ne savais même pas ce que je voulais. Je voulais seulement qu'on m'oublie. Je me suis mariée avec lui à 18 ans, dans une robe beige cousue par mes propres mains. Il n'a pas été violent, ni tendre. Il était comme un mur, présent, utile, froid. Le soir, il me touchait sans me regarder. Je me laissais faire. C'était mon devoir d'épouse, après tout. Personne ne m'avait dit qu'on pouvait refuser, que le mariage ne donnait pas tous les droits. Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, le premier que j'ai élevé, un garçon. Nous l'avons appelé Benoît, et quand je l'ai tenu pour la première fois, j'ai senti un amour si profond que j'en ai pleuré pendant des heures. Mais ce n'était pas de la joie. C'était un mélange de douleur et de réparation. Comme si en lui tenant dans mes bras, je tenais enfin Jeanne aussi. J'avais besoin de croire que j'étais capable d'être une bonne mère. J'ai fait de mon mieux. Vraiment, je me suis consacrée à Benoît corps et âme. Je préparais ses repas maison, je lui chantais des berceuses, je lui fabriquais des jouets avec des chutes de tissu. Il souriait souvent. Et moi, je survivais à travers ses rires. Mais je n'ai jamais pu lui dire toute la vérité. Comment lui expliquer qu'il n'était pas mon premier enfant? Comment lui parler de Jeanne, de Pierre, de la cave sombre de notre maison d'enfance? Comment lui dire que sa mère avait été une petite fille détruite, oubliée, niée? J'ai préféré me taire, encore une fois. Puis un jour, j'ai croisé Pierre. Cela faisait plus de 10 ans. Il était dans une rue de Villefranche avec une femme et 2 enfants. Il ne m'a pas reconnu. Ou alors, il a fait semblant. Mon cœur s'est arrêté. J'ai eu envie de hurler, de lui cracher la vérité au visage, de crier son nom pour que tout le monde sache. Mais je n'ai rien dit. Je me suis éloignée et j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis demandé si Dieu m'avait abandonnée ou si c'était moi qui l'avais fui. À l'église, je m'asseyais au fond. Je priais sans mots, juste avec mes larmes. Je voulais croire qu'il y avait une justice quelque part, que Jeanne était heureuse, que Benoît ne souffrirait jamais comme moi. Avec les années, le corps se fatigue, mais ce sont les souvenirs qui pèsent le plus. Chaque ride sur mon visage raconte une blessure, chaque silence à table,
un cri étouffé. Chaque regard dans le miroir, une tentative de réconciliation avec celle que j'ai été. J'ai souvent rêvé que Jeanne toquait à ma porte, qu'elle disait « Maman » en me regardant dans les yeux. Dans mes rêves, je la reconnaissais immédiatement. Elle avait mes mains, mon rire. Et même si ce n'était qu'un rêve, il me tenait debout. Mais la vie est longue quand elle est remplie de silence. Et parfois, le silence tue plus lentement que les coups. Je savais qu'un jour, il faudrait que je parle, que je raconte, pas pour moi, mais pour Jeanne, pour Benoît, pour toutes celles qui ont vécu l'indicible. Avec le temps, j'ai appris à donner le change, à sourire quand il fallait, à hocher la tête quand on me parlait, à dire que tout allait bien même quand je tremblais à l'intérieur. Le silence était devenu ma seconde peau. Même Benoît, pourtant si proche, ne voyait pas toujours à quel point je me débattais avec mes fantômes. Mon mari, Monsieur Lambert, continuait sa vie comme si rien ne comptait vraiment. Il rentrait tard, mangeait en silence, lisait son journal, puis allait se coucher. Il ne me frappait pas, non. Mais l'absence de chaleur était aussi douloureuse que la violence. Je me suis souvent demandé s'il m'aimait un peu ou s'il m'avait simplement accepté comme on accepte un meuble pratique, discret, utile, silencieux. Moi, je faisais tout pour mériter ma place. Et pourtant, je me sentais étrangère dans ma propre maison. Quand Benoît a eu 6 ans, il a commencé à poser des questions sur sa grand-mère, sur ma famille, sur pourquoi nous n'allions jamais voir personne. Je lui disais que mes parents étaient morts, que j'avais grandi seule, que mon enfance était compliquée. Il semblait accepter mes réponses, mais je voyais bien qu'il sentait un vide. Les enfants ont cette sensibilité étrange. Ils perçoivent ce que les adultes taisent. Un jour, il a trouvé une photo que j'avais cachée au fond d'un vieux tiroir. Une photo de moi, adolescente, avec Jeanne dans les bras. Il m'a demandé « C'est qui ce bébé ?» Mon cœur s'est arrêté. Je lui ai dit que c'était une petite cousine. Il a haussé les épaules, a reposé la photo et est parti jouer. Mais moi, j'ai pleuré dans la salle de bain pendant 1 heure. J'avais honte de lui mentir, mais j'avais encore plus peur qu'il découvre tout, qu'il me rejette, qu'il me voie comme une mère cassée. J'ai commencé à faire des cauchemars plus fréquents. Je revivais la cave, l'odeur de la poussière, les mains de pierre. Je me réveillais en sueur, le souffle court. Parfois, j'entendais des bruits dans la maison et je sursautais comme une bête traquée. J'ai même cru plusieurs fois voir Pierre dans la rue ou entendre sa voix. Mais ce n'était que mon esprit brisé qui rejouait la même scène. Encore et encore, je suis allée voir un prêtre, pas celui de ma paroisse, un autre dans une ville voisine. Je lui ai dit que j'avais un péché que je n'arrivais pas à porter, que j'étais une mère qui avait abandonné son enfant. Il m'a écouté longtemps sans m'interrompre. Puis il m'a dit « Vous n'avez pas abandonné, vous avez survécu ». Ces mots ont résonné en moi comme un écho lointain, mais je n'arrivais pas à les croire. Je me sentais coupable, indigne, souillée. J'ai essayé de chercher Jeanne. J'ai envoyé une lettre à l'hôpital où j'avais accouché. J'ai contacté des associations, mais on m'a répondu que les dossiers d'adoption étaient scellés, que je n'avais aucun droit. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme si on voulait effacer toute trace. Mais moi, je ne pouvais pas oublier. Chaque année, à la même date, je préparais un petit gâteau. Je le posais sur la table, seule, et je murmurais « Bon anniversaire, ma fille ». À 40 ans, j'ai commencé à me sentir vieille, pas physiquement, mais intérieurement, comme si tout ce que j'avais enfoui commençait à remonter. J'étais devenue experte dans l'art de tout contrôler, mais parfois, une faille apparaissait, une larme en pleine conversation, une colère soudaine, une peur irrationnelle. Et Benoît, devenu adolescent, s'en rendait compte. Il me demandait souvent « Maman, pourquoi tu es toujours triste ?» Je lui répondais que j'étais juste fatiguée. À la maison, nous marchions sur des œufs. Mon mari ne comprenait rien, ne voulait rien voir. Il disait que j'étais trop sensible, que je devais me reprendre. Un jour, il m'a dit que je faisais honte à notre fils avec mes silences. Ce soir-là, j'ai dormi sur le canapé et j'ai pensé partir, tout quitter. Mais je n'avais nulle part où aller. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Élise, une femme de mon âge, à la bibliothèque municipale. Elle lisait un roman que j'aimais beaucoup. On a parlé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ri, un vrai rire, celui qui sort du ventre. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Elle m'a tendu la main sans poser de questions. Avec elle, je me suis sentie exister. Un jour, Élise m'a raconté qu'elle avait perdu une fille à la naissance. Et sans que je sache pourquoi, je lui ai tout dit. Pierre, Jeanne, la cave, mon mariage vide, tout. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle m'a serré dans ses bras, longtemps, et j'ai pleuré comme jamais. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à comprendre que mes silences ne suffiraient plus. Peut-être que cela avait à voir avec Élise, peut-être que c'était simplement l'âge ou l'usure. L'usure d'un cœur qui a trop porté, trop caché,
trop plié. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas reconnu mes yeux. Il y avait là une femme fatiguée, éteinte. Une femme qui, toute sa vie, avait fait semblant d'exister. Élise, elle, avait ce don étrange de savoir quand je mentais, même sans parler. Un regard, un soupir, une hésitation dans ma voix, et elle savait. Parfois, elle ne disait rien. Elle posait simplement sa main sur la mienne, et j'avais l'impression qu'un barrage cédait à l'intérieur. C'est avec elle que j'ai commencé à revisiter ma mémoire, à retourner dans cette cave, dans cette chambre d'hôpital, dans cette maison glacée. Non pas pour me torturer, mais pour comprendre, pour mettre des mots là où il n'y avait eu que des cris étouffés. Je me suis mise à écrire, des phrases brèves, sans ponctuation parfois. Je remplissais des carnets entiers de souvenirs, de douleurs, de colère, de prières. Un jour, Élise m'a dit « Tu devrais en faire quelque chose. Ton histoire mérite d'être entendue. » J'ai ri amèrement. Qui voudrait entendre ça? Qui pourrait supporter tant de laideur? Mais une partie de moi savait qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas partir sans laisser une trace de Jeanne, de moi, de ce que j'avais traversé. À la maison, rien n'avait changé. Mon mari était toujours distant. Benoît, désormais jeune adulte, faisait sa vie, sortait beaucoup, parlait peu. Il était gentil, respectueux, mais il y avait entre nous une sorte de barrière invisible. J'étais sa mère, oui, mais je n'étais pas son refuge. Et cela me brisait. J'ai un jour tenté de lui parler, de lui dire que parfois, les femmes portent en elles des blessures qu'elles n'osent pas nommer. Il m'a regardée, perdue. Il a dit « Maman, tu veux que je t'écoute ? Mais tu ne me dis jamais rien. Tu attends de moi des devinettes. » J'ai baissé les yeux. Il avait raison. J'avais tant voulu le protéger que je l'avais exclu et je ne savais pas comment réparer cela. Le lendemain, j'ai écrit une lettre, une longue lettre, à Benoît. Je lui ai tout dit, pas dans les détails les plus sombres, mais suffisamment pour qu'il comprenne. Mon enfance, Pierre, Jeanne, l'église, l'abandon, le silence. J'ai mis la lettre dans une enveloppe, mais je ne l'ai jamais envoyée. Elle est restée des années dans un tiroir, scellée, comme un cri que l'on garde pour plus tard. C'est Élise qui, encore une fois, m'a poussée à agir. Elle m'a inscrite à un cercle de parole dans une petite association à Lyon. Au début, je n'osais pas parler. Je restais assise, écoutant les autres femmes raconter leurs douleurs, leurs combats. Certaines avaient été battues, d'autres violées, d'autres trahies par leur famille ou l'Église. Et pourtant, dans leur voix, je reconnaissais la mienne. Cette même fissure, cette même solitude. Un jour, sans prévenir, j'ai parlé. J'ai dit mon prénom, mon âge, et j'ai commencé à raconter. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas arrêté. Et quand j'ai eu fini, personne ne m'a jugé. Certaines pleuraient. Une femme est venue me prendre dans ses bras. Et pour la première fois, je n'étais plus seule avec mon fardeau. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Jeanne. Elle était adulte, belle, sereine. Elle me regardait sans colère. Et elle disait « Je t'ai cherché, moi aussi ». Je me suis réveillée en larmes. Était-ce un signe, une illusion? Je ne sais pas. Mais j'ai voulu y croire. Quelques semaines plus tard, j'ai recommencé les recherches. J'ai contacté une association spécialisée dans la réunification des familles. On m'a dit que cela prendrait du temps, qu'il n'y avait aucune garantie. Mais j'étais prête à attendre. Je devais essayer. Pour elle, pour moi. Pendant ce temps, j'ai repris contact avec Dieu. Pas celui que l'on m'avait imposé, cruel et silencieux, mais un Dieu intime, patient, qui savait pleurer avec moi. J'allais souvent dans une petite chapelle au bord de la Saône. Je m'asseyais dans le fond et je murmurais des prières sans mots. Juste ma respiration, mon cœur, ma peine. Je n'étais pas encore libre, mais j'apprenais à marcher vers la lumière. Les semaines se sont écoulées avec cette étrange sensation d'attente suspendue, comme si tout en moi retenait son souffle, guettant un signe, une lettre, un appel, mais rien ne venait. L'association que j'avais contactée pour retrouver Jeanne m'avait prévenu. Cela pouvait prendre du temps, beaucoup de temps. Et il était même possible que les recherches n'aboutissent jamais. Pourtant, je m'accrochais à cet espoir, comme à une bouée. Élise m'accompagnait dans chaque étape. Elle me rappelait que le courage, ce n'était pas de ne pas avoir peur, mais d'agir malgré elle. Chaque jour, je relisais les quelques lettres que j'avais écrites à Jeanne sans les envoyer. C'était tout des tentatives maladroites pour dire l'indicible, pour lui tendre la main, même après tant d'années. Parfois, je me demandais si elle me retrouvait, me reconnaîtrait-elle, voudrait-elle encore de moi, aurait-elle envie d'entendre ma version de l'histoire? Pendant ce temps, les rencontres dans le cercle de parole devenaient mon refuge. Ces femmes étaient devenues mes sœurs de silence et de douleur. Chacune avait son histoire, unique, mais nous parlions toutes la même langue, celle de la résilience. Il y avait Mireille, qui avait été violée par son oncle à l'âge de 9 ans. Anne, enfermée dans un mariage violent pendant 30 ans. Fatima, rejetée par sa famille
pour avoir osé dénoncer un cousin influent. Ensemble, nous pleurions, rions parfois, et surtout, nous nous reconstruisions. C'est dans ce cercle que j'ai entendu, pour la première fois, quelqu'un parler du pardon non comme une obligation, mais comme une possibilité. Une femme avait dit « Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour moi ». Cela m'avait bouleversée, car jusqu'ici, j'avais toujours pensé que pardonner signifiait excuser, minimiser, oublier. Mais là, il s'agissait d'autre chose, de libérer l'espace intérieur que la haine occupait depuis trop longtemps. Je n'étais pas prête à pardonner Pierre, pas encore, peut-être jamais, mais je voulais au moins me libérer de lui, ne plus sentir sa présence dans mes cauchemars, dans mes gestes figés, dans mes silences prolongés. Je voulais me réapproprier mon corps, mon souffle, ma mémoire. Un après-midi d'hiver, j'ai reçu un appel. C'était un numéro inconnu. Ma gorge s'est nouée. J'ai répondu. Une voix douce, posée, Macbossé m'a dit « Madame Maréchal, ici l'association Les Liens Retrouvés, nous avons peut-être une piste concernant votre fille. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai eu l'impression que le monde basculait. Je me suis assise, incapable de parler. La dame au téléphone a continué, me donnant quelques informations. Une femme nommée Jeanne Rousseau, adoptée par une famille de Tours, en 1955, qui cherchait des éléments sur sa mère biologique depuis plusieurs années. Je n'arrivais pas à y croire. Jeanne aussi me cherchait. Nous étions deux exilés tournant autour du même vide, espérant trouver une lumière dans le noir. L'association m'a dit qu'elle allait la contacter pour confirmer si elle souhaitait entrer en relation. Il faudrait attendre encore un peu. Je passais mes journées à repenser à elle, à imaginer son visage, sa voix, sa manière de marcher. Était-elle mariée? Avait-elle des enfants? Avait-elle souffert autant que moi? Ou pire, j'avais peur de ce que je découvrirais. Peur de la rejeter malgré moi, ou qu'elle me rejette. Peur que le lien soit définitivement brisé. Et pourtant, chaque fibre de mon être voulait la revoir. Quelques jours plus tard, l'association m'a rappelé. Jeanne avait accepté. Elle voulait me parler. La première étape serait une lettre, écrite par elle, lue par moi. Ensuite, si je le souhaitais, je pourrais répondre. Quand la lettre est arrivée, mes mains tremblaient. Je l'ai posée sur la table pendant des heures sans oser l'ouvrir. Puis, à la tombée de la nuit, je me suis décidée. L'écriture était fine, élégante. Elle disait « Chère maman, je ne sais pas pourquoi tu m'as laissée, mais je sais que moi aussi, j'ai cherché un visage, une histoire, une origine. J'ai souvent imaginé que tu étais morte ou que tu avais été obligée. J'ai besoin de savoir, pas pour juger, pour comprendre. » Je me suis effondrée. Ces mots étaient une caresse, une déchirure, une prière. J'ai relu la lettre des dizaines de fois et j'ai su que je devais lui répondre. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans la petite chapelle où j'allais souvent. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Seigneur, donne-moi la force. Non pas la force d'oublier, mais celle de me souvenir sans me briser. » Je suis rentrée chez moi et j'ai pris mon stylo. Et pour la première fois, j'ai écrit à ma fille. Je me souviens avoir passé des heures, peut-être des jours entiers, à écrire cette lettre. Chaque mot était un fragment de mon cœur que je tentais d'assembler pour en faire un tout compréhensible. Comment raconter à sa propre fille qu'on n'a pas eu le choix, que la violence subie nous avait rendus étrangères à nous-mêmes? Comment expliquer l'abandon sans l'enrober de culpabilité, de silence ou de honte? J'ai commencé par son prénom, ma chère Jeanne. Puis j'ai laissé les larmes couler, non sur le papier, mais à l'intérieur. J'ai raconté ma jeunesse volée, mon corps réduit au silence par un frère que je n'ai jamais su affronter, une mère que je n'ai jamais su protéger. J'ai parlé de ce jour où elle est née dans la douleur, mais aussi dans un éclair de lumière. J'ai décrit ses mains minuscules, la chaleur de sa peau, le cri qu'elle avait poussé à l'instant où je l'ai tenue contre moi. Et j'ai confié mon impuissance, ce moment où l'on m'a arraché à elle, où d'autres ont décidé que je n'étais pas apte à être mère. Je n'ai pas cherché à me justifier, seulement à expliquer, car il n'y avait pas d'excuse possible. Rien ne pouvait réparer ce vide, cette blessure originelle. Mais je voulais qu'elle sache que je ne l'avais jamais oubliée, pas un jour sans penser à elle, pas une nuit sans son image me traversant l'esprit. Je lui ai dit que je l'aimais malgré les années, malgré le silence, malgré la honte, que son absence m'avait construite autant qu'elle m'avait brisée. J'ai posté la lettre un matin de printemps. Il faisait doux, le ciel était clair. Je me suis surprise à prier en silence, une prière étrange, sans mots, juste un murmure adressé à l'invisible. Puis j'ai attendu. Les jours ont passé, puis les semaines. Et un matin, une enveloppe m'attendait. Elle portait mon nom, écrit à la main. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai attendu d'être seule pour l'ouvrir. J'ai respiré profondément, puis j'ai lu. « Maman, j'ai lu ta lettre.
Plusieurs fois, j'ai pleuré, beaucoup. Je t'ai imaginé 1000 fois, mais jamais ainsi. J'aurais aimé pouvoir te prendre dans mes bras quand tu étais jeune, te dire que tu n'étais pas seule, que ce n'était pas ta faute. Tu es resté dans mon cœur même sans visage. Maintenant, je voudrais te voir. Je me suis effondrée sur la chaise, la lettre contre ma poitrine. Je venais d'entendre sa voix. Je venais d'entrer dans sa vie. Une semaine plus tard, une rencontre a été organisée. À Lyon, dans un petit café discret, choisi par l'association pour que tout soit simple. J'y suis arrivée en avance. Mes mains tremblaient, mon estomac était noué. Et puis je l'ai vue, Jeanne. Elle portait un manteau bleu marine, ses cheveux étaient châtains, attachés en un chignon lâche. Elle marchait avec assurance, mais son regard cherchait, fouillait la pièce. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est arrêtée, un instant suspendue, hors du temps. Puis elle a avancé. Lentement, je me suis levée. Elle a posé sa main sur la mienne. Nous sommes restés ainsi de longues secondes, à nous regarder sans parler. Et puis elle a murmuré « Tu ressembles à moi ». J'ai souri, les larmes aux yeux. Elle s'est assise. Et pendant 2 heures, nous avons parlé. De tout, de rien, de l'essentiel. Elle m'a raconté sa vie, ses parents adoptifs, ses blessures, ses réussites. Elle m'a dit qu'elle avait une fille, qu'elle lui avait donné mon prénom en secret, Clémence. Elle m'a confié ses doutes, ses colères, mais aussi son désir de comprendre, de construire quelque chose. Même tard, je lui ai parlé de mon chemin, des années de silence, du travail pour me reconstruire. Je lui ai dit que je ne voulais rien imposer, seulement offrir ma présence, ma sincérité, mon amour maladroit si elle en voulait encore. Avant de partir, elle m'a prise dans ses bras, fort, longtemps. J'ai senti son cœur battre contre le mien et j'ai su que quelque chose venait de se réparer. Je suis rentrée chez moi vidée, mais pleine. Une part de moi que je croyais morte venait de renaître et dans le silence de ma chambre, j'ai murmuré « merci ». Après cette première rencontre avec Jeanne, une brèche s'était ouverte dans mon cœur. Une brèche par laquelle la lumière entrait doucement, mais aussi une brèche par laquelle le passé, longtemps enseveli, commençait à remonter à la surface avec une force que je n'avais pas anticipée. Les jours suivants, je me suis surprise à rêver d'elle, à revoir ses gestes, sa voix, son regard posé sur moi comme si elle cherchait à comprendre ce qu'elle ne pouvait encore nommer. Je savais que cette reconnexion ne guérirait pas toutes mes blessures du jour au lendemain, mais elle avait réveillé en moi une part que j'avais étouffée pendant trop longtemps, celle de la mère, pas la mère biologique, pas seulement, mais la mère vivante, qui ressent, qui souffre, qui aime. Et cette part de moi, je devais désormais l'honorer. Jeanne a commencé à m'écrire régulièrement, des lettres longues, denses, où elle me parlait de son quotidien, de sa fille, de ses souvenirs. Parfois, elle me posait des questions sur mon passé, timidement. D'autres fois, elle se taisait, comme si elle savait que certaines réponses ne viendraient pas tout de suite. Et moi, de mon côté, j'ai commencé un travail de mémoire. J'ai ressorti de vieilles photos, des journaux intimes, des objets que j'avais gardés malgré les déménagements, malgré les douleurs, un bracelet qu'on m'avait offert lors de ma communion, une robe cousue à la main par ma tante Henriette, une lettre de mon père, courte, froide, mais conservée. Des choses anodines en apparence, mais qui me reliaient à mon histoire. Je me suis également rapprochée d'un groupe de femmes âgées de la paroisse. Pas les religieuses silencieuses de mon enfance, mais des femmes simples, au regard franc, qui avaient, elles aussi, connu la perte, le rejet, l'exil intérieur. Avec elles, j'ai parlé. Pour la première fois, j'ai dit le nom de mon frère à voix haute, j'ai raconté, j'ai pleuré et j'ai été écoutée. Il y avait là une femme, Solange, qui avait perdu son fils dans un accident. Une autre, Mireille, avait été internée de force dans sa jeunesse parce qu'elle était tombée enceinte, hors mariage. Toutes, d'une manière ou d'une autre, portaient une forme de stigmate social. Et dans ce cercle, sans jugement, j'ai trouvé un espace pour panser mes plaies. Jeanne m'a proposé qu'on se revoie. Cette fois, elle est venue chez moi. J'avais nettoyé chaque pièce avec une minutie presque obsessionnelle. J'avais préparé une tarte aux pommes, sa préférée, disait-elle dans une lettre. Lorsqu'elle est entrée, elle a regardé autour d'elle, lentement, puis m'a souri. Nous avons parlé longuement, assises côte à côte sur le vieux canapé bleu du salon. Elle m'a raconté son adolescence, ses révoltes, ses fugues. Elle m'a dit qu'elle avait souvent ressenti une colère sourde, sans objet, une absence d'ancrage. Elle comprenait maintenant pourquoi. Je lui ai parlé de l'institution religieuse qui m'avait fait taire, de ce pasteur qui avait détourné les yeux, de ses sermons sur la honte,
la soumission, la pénitence, et je l'ai vue pleurer. Non pas pour elle, mais pour moi. Et dans ce regard-là, j'ai vu quelque chose que je n'attendais plus, la compassion. Elle m'a montré des photos de sa fille, petite, puis adolescente. Elle m'a raconté leurs disputes, leur complicité, et elle m'a dit qu'elle lui avait parlé de moi. Ta grand-mère est vivante, et je veux que tu la connaisses. Ces mots résonnent encore. Quelques semaines plus tard, Clémence, sa fille, est venue à son tour. Elle avait 16 ans, les yeux de sa mère et une énergie douce, curieuse. Elle m'a regardé longtemps, sans rien dire. Puis elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler mamie. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert les bras. Depuis, elles viennent presque chaque mois. Parfois, nous allons nous promener dans les vignes autour de Villefranche. D'autres fois, nous restons à la maison, à cuisiner, à feuilleter des albums, à rire. Il y a encore des silences, des moments d'inconfort, des mots qui restent coincés. Mais il y a surtout du lien, du vivant. Jeanne m'a dit un jour, « Tu ne m'as pas mise au monde pour me perdre. » Et j'ai su qu'elle m'avait pardonné. Pas parce que je le méritais, mais parce qu'elle avait compris. Compris l'époque, les contraintes, la peur. Et moi, je me pardonnais aussi, lentement. Je n'étais plus seulement la victime d'un frère, d'une mère absente, d'une église complice. J'étais Clémence Maréchal, une femme, une mère, une grand-mère, une survivante. Je crois que le moment où j'ai vraiment commencé à respirer sans honte, c'est celui où j'ai cessé de m'excuser pour avoir existé. Pendant des décennies, j'ai porté le poids d'une faute qui n'était pas la mienne. Une faute qu'on m'avait imposée, inculquée, martelée. On m'a fait croire que j'étais impure, que mon silence était un gage de foi, que ma douleur devait rester enfermée dans le secret, au nom de Dieu, de la famille, de la réputation. J'ai cru pendant trop longtemps que je n'étais qu'un fantôme dans la vie des autres, un poids, une erreur. Mais ce jour-là, dans ma chambre baignée de lumière, entourée des lettres de Jeanne, des dessins de Clémence, des souvenirs que je commençais enfin à accepter comme les miens, j'ai compris que j'avais le droit d'exister, le droit de parler, le droit d'aimer et le droit d'être aimé. Ce fut un lent processus. Rien ne s'est fait en un claquement de doigts. Il y a eu des jours de doute, des nuits d'insomnie, des réveils en sueur. Mais il y avait aussi autre chose désormais, une force nouvelle, pas celle qui vient de l'orgueil, mais celle qui naît de la vérité. J'ai compris que ma voix, même tremblante, même chargée d'années de silence, avait sa place dans le monde. J'ai commencé à écrire, pas pour être lu, pas encore, mais pour me dire à moi-même tout ce que je n'avais jamais osé me dire. J'ai écrit à la petite Clémence que j'étais. Je lui ai dit qu'elle n'était pas coupable, que son corps ne méritait pas d'être bafoué, qu'elle avait le droit de courir, de jouer, de rire. Je lui ai demandé pardon, pas comme une adulte s'adresse à une enfant, mais comme une femme brisée qui parle à son propre cœur. Je suis retournée à l'église, celle de mon quartier, mais pas pour prier en silence comme autrefois. Cette fois, je suis entrée la tête haute. J'ai parlé au prêtre. Je lui ai dit que j'avais été victime. Je lui ai dit que l'Église avait fermé les yeux. Il m'a écouté longtemps. Puis il m'a demandé s'il pouvait partager mon témoignage avec d'autres femmes. J'ai accepté. Pas par vengeance, mais parce que je ne voulais plus que d'autres vivent ce que j'avais vécu. Peu à peu, d'autres femmes sont venues me voir. Des voisines, des mères, des femmes âgées comme moi. Elles avaient, elles aussi, gardé le silence trop longtemps. L'une d'elles, Madeleine, m'a confié que son propre père l'avait enfermée dans un grenier pendant des jours lorsqu'elle avait osé parler. Une autre, Anne, avait été renvoyée de son couvent après avoir dénoncé un prêtre. Chacune portait sa croix. Chacune cherchait un lieu pour la poser. Et ce lieu, nous avons commencé à le bâtir ensemble. Dans la salle paroissiale, chaque jeudi après-midi, nous nous réunissions. Nous avons appelé ce cercle « Les Voix oubliées ». Nous n'avions pas de badge, pas d'organisation, seulement des chaises, du thé et beaucoup de silence à briser. Nous avons ri parfois, nous avons pleuré souvent, mais surtout, nous avons parlé. Jeanne est venue un jour, discrètement, elle a écouté. Puis un soir, elle a pris ma main et m'a dit « Tu m'as appris ce que c'est que le courage ». Je n'ai pas su quoi répondre. Peut-être parce que pour la première fois, je comprenais vraiment ce mot. Le plus dur, c'était avec moi-même. Il y avait encore cette voix en moi, la voix de ma mère, de mon frère, de l'église, qui murmurait « Tais-toi ». Alors chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me disais « Tu as le droit de vivre ». C'était devenu mon rituel, une prière personnelle, libératrice. Avec Clémence, ma petite fille, le lien se tissait doucement. Elle me posait des questions, parfois dérangeantes, mais toujours avec respect. Je lui ai raconté des choses à son rythme, en respectant le mien. Je ne voulais pas que ma douleur devienne un fardeau pour elle. Je voulais qu'elle comprenne que, même dans la noirceur, il y avait des chemins vers la lumière. Je l'ai vue jouer dans mon jardin, rire,
courir. Elle me rappelait cet enfant que j'avais été, avant que tout ne bascule. Et je me disais, peut-être que tout cela n'aura pas été vain si elle peut vivre libre. Le printemps est revenu cette année-là avec une douceur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les cerisiers en fleurs, les oiseaux le matin, les marchés animés du samedi, tout semblait plus vivant, plus vibrant, comme si la vie me faisait un clin d'œil, comme pour me dire « Tu es encore là, Clémence ». Je ne cherchais plus à réparer le passé. Il était là, indélébile, mais je pouvais marcher avec lui sans qu'il me définisse. Je pouvais construire autre chose, pas pour oublier, mais pour vivre. Un soir, en regardant les étoiles depuis ma fenêtre, j'ai pensé à toutes les femmes qui n'avaient jamais eu la chance de parler, celles qui étaient mortes dans le silence, celles qui portaient encore en elles des blessures invisibles. Je me suis promis de continuer, pour elle, pour moi, pour Jeanne, pour Clémence. Je n'étais plus la femme qui se taisait, j'étais devenue celle qui témoigne, celle qui transmet, celle qui aime. Malgré tout, je me souviens d'un soir d'été où le vent faisait frissonner les rideaux de ma chambre et où je suis restée debout devant le miroir, à me regarder longtemps. Mon visage, creusé par le temps, marqué par les années, me paraissait étrangement familier. Pour la première fois, je n'ai pas détourné les yeux. Pour la première fois, je me suis regardée avec douceur et j'ai murmuré « Tu as survécu ». Il m'a fallu plus de 70 ans pour arriver à cet instant. Un instant simple, sans bruit, sans applaudissements, mais immensément vrai. Je n'étais plus une petite fille prisonnière de son silence, ni une femme terrorisée par le poids des secrets. J'étais une survivante, et plus encore, j'étais une vivante. Ce mot « vivante », je ne l'avais jamais vraiment ressenti jusque-là. J'avais traversé tant d'années en pilotage automatique, tentant de faire bonne figure, de me fondre dans le décor, de ne pas déranger. J'avais appris à marcher sans faire de bruit, à parler sans vraiment dire, à aimer sans trop espérer. Mais ce soir-là, j'ai compris que je pouvais vivre autrement. Je ne vivais plus à genoux. Je ne demandais plus pardon pour exister. Je n'avais plus peur. Peur d'être jugée, peur de ne pas être crue, peur de faire honte, peur de déranger. Cette peur qui m'avait accompagnée comme une ombre s'était dissipée lentement, au fil des années, au fil des paroles partagées, des silences brisés, des regards échangés avec d'autres femmes qui, comme moi, avaient inconnu la nuit. Je me suis mise à marcher dans les rues de Villefranche-sur-Saône avec un pas plus ferme. J'ai commencé à dire non sans trembler, à dire oui avec joie. J'ai accepté des invitations, ri à des blagues, pleuré au cinéma, chanté dans ma cuisine. De petites choses peut-être, mais pour moi c'était monumental. J'ai écrit mon histoire entièrement, pas pour me plaindre, pas pour me venger, mais pour laisser une trace, pour que peut-être une autre femme, un autre jour, tombe sur ces mots et sente son cœur battre plus fort, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, qu'il existe un après. J'ai donné une copie à Jeanne. Elle l'a lue en silence, puis m'a regardé longuement avant de dire « Tu as brisé une chaîne ». J'ai pleuré ce jour-là, pas de tristesse, mais de gratitude. Je suis retournée sur la tombe de ma mère, j'y ai déposé une lettre, pas de pardon absolu, mais une forme de paix. Je ne pouvais pas changer le passé, ni ses choix, mais je pouvais choisir ce que j'en faisais aujourd'hui. J'ai choisi de ne plus porter sa honte, de ne plus confondre son silence avec ma valeur. Et surtout, j'ai choisi d'aimer ma petite fille Clémence sans retenue, de l'encourager et de lui dire qu'elle est précieuse, brillante, forte, de lui transmettre non pas la peur, mais la résilience, non pas la honte, mais l'amour. Je l'ai emmenée avec moi un jour au bord de la rivière. Nous avons marché, pieds nus dans l'herbe, en riant. Elle m'a dit « Mamie, tu es différente des autres grand-mères ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Tu es libre ». C'était la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. Je veux que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, serve à quelque chose. Je veux qu'elle ouvre des fenêtres, qu'elle fasse tomber des murs. Je veux qu'on sache que le silence peut tuer, mais que la parole peut guérir, que la foi ne justifie jamais la peur, que Dieu n'habite pas dans les cris des abuseurs, mais dans la voix douce de celle qui se relève. Aujourd'hui, à 84 ans, je n'attends plus que la vie me donne la permission. Je la prends, chaque matin, chaque souffle, chaque sourire. Et si vous êtes encore là, à lire mes mots, à écouter mon histoire, alors je vous remercie. Vous avez tenu jusqu'au bout, et cela signifie que vous aussi, d'une certaine manière, vous croyez à la guérison, que vous aussi, vous avez sans doute des cicatrices invisibles, et peut-être, un jour, vous oserez raconter. Alors je vous le demande, laissez un commentaire avec les mots « Moi aussi, je crois à la lumière ». Cela me fera savoir que je ne suis pas seule,
que nous sommes nombreuses, que notre voix porte. Et si mon histoire vous a touché, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous, car chaque partage est une lumière de plus dans l'obscurité. Merci de m'avoir écouté. Merci d'exister.